Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. La semaine nationale de la propreté aura lieu cette semaine encore, cette année encore, dans la semaine précédant la fête nationale du 7 août sur l'ensemble du territoire national. Dans ce 13 h, vous entendrez le message du gouvernement dans lequel le ministre invite les populations à prendre soin de leur cadre de vie. La période de carence de la couverture maladie universelle est passée de 3 mois à 1 mois et le panier des soins s'est également élargi avec plus de spécialités médicales et de médicaments couverts par la CMU. L'annonce a été faite cette semaine à Dabou, non loin d'Abidjan, par la direction de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce 31 juillet, c'est le jour J pour le procès du massacre du 28 septembre en Guinée. Après 22 mois d'audience, le verdict est attendu ce mercredi. Accusé d'avoir joué un rôle dans la mort de plus de 150 personnes venues assister à ce meeting de l'opposition durant lequel plus d'une centaine de femmes avaient été violées par les forces de défense et de sécurité, les accusés risquent de lourdes peines. Je vous le disais donc au sommaire, cette année encore, la semaine nationale de la propreté démarrera demain jeudi 1er août et elle se tiendra sur tout le territoire national. Gouvernement, population, forces de défense et de sécurité, tous doivent être engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité. On écoute le message du gouvernement lu par le ministre Bouaké Fofana. Abidjan, aux couleurs de la fête de l'indépendance. Une célébration dans un cadre de vie sain et propre s'impose. C'est tout le sens de la Semaine nationale de la propreté, organisée chaque année du 1er au 6 août par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana mobilise tout le corps social autour de la nécessité de contribuer individuellement à l'amélioration du cadre de vie des cités. La 9e édition s'inscrit dans un contexte marqué par la promulgation du Code de l'hygiène et de la salubrité, qui est désormais le cadre juridique de référence en matière d'hygiène publique et de salubrité partout sur l'étendue du territoire national. À cet effet, le gouvernement entend donner un caractère spécial à cette semaine dédiée à la propreté par l'implication, la mobilisation et la participation active des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui feront désormais corps avec les populations pour mener les activités de propreté sur toute l'étendue du territoire. La propreté contribue au bien-être de tous et aide à se prémunir contre de nombreuses maladies. Elle nous permet également de demeurer productifs, de contribuer au développement de notre pays et à préserver notre dignité. La propreté est donc l'affaire de tous. Seul le gouvernement n'y arrivera pas. C'est ensemble que nous réussirons à avoir un pays propre, attractif et prospère. Notre action commune contre la malpropreté, contre la dégradation de la qualité du cadre de vie dans nos cités, doit se poursuivre et se renforcer davantage dans la cohésion, la convivialité, la collaboration, la responsabilité et la discipline, mais également dans le respect de nos lois. Au nom du gouvernement, le ministre Bouaké Fofana exhorte les populations au sens de la responsabilité et du civisme en nettoyant toujours devant leur domicile et en ravalant les façades des édifices publics et privés. Le message du ministre a été lu au micro de Grace Kando. De la propreté, de l'hygiène à la santé, il n'y a qu'un pas. De 3 mois, la période de carence de la couverture maladie universelle est passée à juste 1 mois. Et les bonnes nouvelles ne venant pas seules, le panier des soins s'est également élargi avec plus de spécialités médicales et de médicaments couverts par la CMU. L'annonce a été faite cette semaine par la CNAM à Dabou, non loin d'Abidjan. C'était au micro RTI 1 de Davis Oyo. Après 1 mois de cotisation, les assurés de la couverture maladie universelle peuvent désormais bénéficier de prestations de soins. Information donnée lors des événements de la CNAM, étape de Dabou, et rendez-vous de promotion de la couverture maladie universelle, CMU. Ce délai de 3 mois a été réduit à 1 mois, mesure
qui ont été prises pour améliorer la prise en charge de la couverture maladie universelle. Face aux populations de Dabou, l'équipe de la Caisse nationale d'assurance maladie fait un tour d'horizon sur les spécialités médicales et les médicaments pris en compte par la couverture maladie universelle SEMU. On est parti de l'ancienne politique où la disposition était faite sur les médicaments délivrés par la NPSP dans les structures, les officines privées. Cette stratégie a évolué pour permettre à ce que maintenant, près de 741 médicaments puissent être pris en compte dans notre stratégie de médicaments concernant le panier de soins. Cet échange direct sans langue de bois sur le panier de soins permet aux participants de comprendre les avantages liés à l'utilisation de la SEMU. Premier pas à la SEMU, mais jusqu'à ce jour, vraiment, je vais sensibiliser même d'autres personnes à pouvoir s'enrôler et à payer leurs cotisations. Et nous sortons d'ici satisfaits et surtout, après un mois déjà, la mise en œuvre déjà en pratique de la carte, je crois que c'est une bonne opportunité pour chacun et chacune de nous. La couverture maladie universelle, c'est une réalité et c'est une carte effectivement qu'il faut posséder pour s'aider à pouvoir mieux vivre. À ce jour, ce sont 13 636 462 personnes enrôlées à la couverture maladie universelle, 1 149 020 consultations réalisées et 1 141 139 médicaments servis. Toujours dans la page santé de ce journal, on va à présent évoquer la dengue dont vous avez certainement déjà entendu parler. C'est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. Et même si la plupart des malades n'ont pas de symptômes, les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des nausées et des éruptions cutanées. Dans les cas graves, la dengue peut être fatale. Elle sévit en ce moment même en Côte d'Ivoire et le directeur de l'INHP, l'Institut d'hygiène publique, sensibilise les populations. Malika Koulibaly. Faire un point de la lutte contre l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Occasion pour le professeur Daniel Ekra, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, d'édifier les populations sur les facteurs des risques de la dengue. La dengue peut être une maladie bénigne. Voilà. On peut même être piqué, faire juste quelques symptômes, notamment mal de tête, et puis ça passe. Mais aussi, la dengue peut évoluer vers les complications. Et la complication la plus classique, c'est les signes hémorragiques. Donc, ce sont les saignements, on peut saigner du nez, on peut avoir ce qu'on appelle les saignements par voie basse, notamment dans les selles, avoir du sang. Donc, on peut saigner de partout. On a une fatigue extrême, on a envie de rien, mais après, ça peut passer. Certains Ivoiriens ont du mal à différencier la pathologie de la dengue du paludisme. Le spécialiste de la santé éclaire les lanternes. C'est l'anophèle femelle qui va transmettre le paludisme. Pour la dengue, c'est un autre moustique qu'on appelle Aedes aegypti. On l'appelle encore moustique tigre. Après avoir rappelé quelques causes de transmission de la dengue, le professeur Daniel Ekra livre des mesures de sécurité. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'éviter d'héberger le moustique chez vous et d'éliminer les moustiques adultes qui piquent. Voilà, soit par des répulsifs, des insecticides ou en portant aussi des habits longs, les pantalons, manches longues, pour éviter d'avoir la piqûre de moustique. Je pense que c'est des gestes simples que si on observe, ça va réduire la transmission de la dengue. Selon l'OMS, depuis le début de l'année 2023, la transmission interrompue combinée à un pic inattendu des cas de dengue a conduit à se rapprocher d'un record historique de plus de 5 millions de cas à l'échelle mondiale. Plus de 5 000 décès liés à la dengue ont été signalés dans plus de 80 pays et territoires. Souvenez-vous, le champion du monde de dictée PGL 2024 est ivoirien. Il est tout jeune. C'est Loevan Krekoum qui deviendra peut-être un jour directeur général de l'OMS. C'est en tout cas le plus grand rêve, le rêve que notre champion national caresse en secret. Cette semaine, il s'est rendu au siège de l'Organisation mondiale de la santé ici à Abidjan où il a pu découvrir le fonctionnement de l'institution. Khalil Diomandé l'y a suivi pour nous. D'accord. Et Samuel, qu'est-ce que tu rêves de devenir plus tard ? Plus tard, j'aimerais devenir directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il a de grands rêves, hein ? Quelques mois
Après sa déclaration sur les antennes de la RTI, voilà le champion du monde de dictée PGL 2024 au siège de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Loevan Krekoum et ses géniteurs sont accueillis par Fatim Tal, la représentante pays de l'organisation. Avec elle, l'aspirant au poste de directeur général de l'OMS découvre les figures qui ont dirigé l'institution depuis sa création en 1948 jusqu'en 2024. Puis, il s'offre un tour à la vitrine des plantes médicinales et au service de documentation. Cette journée a été très enrichissante. J'ai beaucoup appris. Je tiens à remercier l'Organisation mondiale de la santé de m'accueillir dans les locaux qui pourraient être mes futurs bureaux. Après cette immersion, Loevan et les équipes de l'OMS se rendent au CHR d'Abobo, histoire d'aiguiser la passion du champion de dictée pour la santé. Ici, Loevan découvre le nouveau vaccin contre le paludisme et constate la manière dont il est administré aux enfants. Depuis tout petit, la santé est un domaine que j'apprécie beaucoup. Alors je suis donné comme objectif de devenir directeur général de l'OMS afin de contribuer à aider ces personnes-là dans de mauvaises conditions afin qu'elles puissent avoir une vie meilleure et que les médicaments soient à des prix minimes. Nous sommes venus à l'hôpital général d'Abobo avec le champion pour lui montrer un peu ce que fait l'OMS en appui au ministère de la Santé. Cette visite aussi, c'est une manière de l'encourager à croire en son rêve. Et c'est en rêvant même qu'on fait de grandes choses. Le bureau de l'OMS à Abidjan prévoit collaborer avec le petit Loevan pour des campagnes de communication axées sur la nutrition et la santé maternelle infantile. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Un jour, pourquoi pas, Loevan Krekoum sera peut-être le premier Ivoirien directeur général de l'OMS. En attendant la réalisation de ce joli rêve, on va revenir à la réalité. Les activités du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté ont conduit Belmonde Dogo à Bouaké cette semaine pour une campagne d'information et de sensibilisation sur les AVEC, les associations de valorisation de l'entraide communautaire. Qu'est-ce que c'est exactement et comment l'outil peut être un moyen de lutte efficace contre la pauvreté? Boubacar Silla, Corona Soro. Lutter contre la pauvreté, renforcer la solidarité et la cohésion sociale. C'est l'objectif de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'association des valorisations d'entraide communautaire avec un instrument d'autonomisation et d'inclusion financière sociale. Occasion pour Miss Belmonde Dogo de faire savoir qu'un projet de loi sur les AVEC est en attente d'adoption par le gouvernement et un projet de règlement est en cours d'élaboration. Les AVEC permettent au ministère d'adresser ces trois thématiques, la solidarité, la cohésion et la lutte contre la pauvreté. Ça nous permet d'avoir l'inclusion financière, l'inclusion sociale. Très bientôt, nous aurons cette loi qui permettra aux femmes, aux promoteurs et aux acteurs des AVEC de mieux adresser cette thématique-là en ayant le cadre juridique et légal. Selon la directrice des stratégies de réduction de la pauvreté au ministère, cette campagne vise à accompagner la création d'au moins 25 000 AVEC d'ici la fin de l'année 2025. Des formations, des campagnes d'information, de sensibilisation et de partage d'expériences, ainsi que des supervisions se font dans toutes les localités du pays pour promouvoir cet outil. Les partenaires au développement réitèrent leur engagement à soutenir activement les AVEC et les actions du gouvernement en faveur de l'autonomisation économique des femmes. ONUFAP se tient aux côtés du gouvernement ivoirien pour apporter sa contribution à la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux visant à lutter contre la pauvreté. Plusieurs femmes ont bénéficié d'une formation sur le fonctionnement des AVEC. L'AVEC est une association regroupant entre 15 et 30 personnes, permettant de mobiliser des ressources financières locales, facilitant l'accès au crédit interne pour des activités génératrices de revenus en favorisant la cohésion sociale et l'entraide communautaire.
Et de Bouaké, on va monter un peu plus haut dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est à Ferkessédougou que je vous emmène. La commune vient d'abriter la cérémonie de lancement du programme de renforcement de capacité des adolescents et des jeunes vulnérables en compétences de vie courante pour la région du Tchologo. L'objectif, c'est de faire de ces jeunes des acteurs de paix et de développement au sein de leur communauté. Kader Sogodogo nous en donne plus de précisions. Le programme de renforcement de capacité des adolescents et des jeunes vulnérables en compétences de vie courante lancé à Ferkessédougou. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative Génération sans limite. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, soutenue par les partenaires au développement, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Mis en œuvre en 2018, ce programme vise à renforcer les compétences et l'employabilité des jeunes. C'est un programme qui permet donc à des jeunes d'avoir des compétences de vie, des aptitudes qui leur permettent de faire face efficacement à certains défis de la vie, comment se tenir correctement en milieu professionnel, mais à être surtout des acteurs de paix et de développement. Une action gouvernementale saluée par les présidents d'associations de jeunes et les autorités administratives. Au vu des objectifs visés par ce projet-là, qui sont l'entrepreneuriat, l'éducation, la formation et l'engagement civique des jeunes, nous pensons que ce projet est bienvenu. C'est une région frontalière, en proie souvent à l'extrémisme violent, et donc il était important qu'il y ait ce lancement officiel pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. Il faut qu'ils soient des acteurs actifs dans la recherche de la cohésion sociale, de la paix. Pour l'année 2024, ce sont 220 éducateurs de paix, 44 superviseurs et coordonnateurs, ainsi que 7000 jeunes de 10 à 24 ans qui sont touchés par ce programme mis en œuvre dans 11 villes à travers la Côte d'Ivoire. Tchologo et dans le Poro, non loin de là, les meilleurs de la région aux examens de grand tirage viennent d'être récompensés par le conseil régional. La cérémonie de distinction s'est faite à Sinématiali en présence du président du conseil régional et des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité et de l'Éducation nationale. Notre reporter Ami Sissoko était également sur place. Les meilleurs élèves de la région du Poro aux différents examens scolaires, CEP, BPC et baccalauréat, célébrés par le conseil régional du Poro. À sa tête, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro. Au nombre de 46, ils ont reçu chacun un diplôme, un ordinateur portable et du numéraire. En leur nom, Katina Joseph Soron, lauréat, traduit toute sa gratitude à l'initiateur. La cérémonie de ce jour est le couronnement d'une vision, celle d'une école de qualité, de l'excellence dans la région du Poro. Merci infiniment au conseil régional du Poro et à Papa Fidel Sarasoro. Les acteurs et les structures de l'école n'ont pas été oubliés. Ils sont repartis avec du matériel informatique. Le directeur du lycée professionnel de Korogo reçoit le prix du meilleur chef d'établissement du Poro. C'est l'occasion pour moi de redoubler d'efforts parce que lorsqu'on reconnaît vos mérites, on vous met donc la pression. Vous devez continuer à lutter pour obtenir de nouveaux prix. Pour l'année scolaire 2023-2024, si les résultats aux examens du CEP sont excellents, avec 84,50%, ce n'est pas le cas pour le BEPC et le baccalauréat, respectivement avec 34,96% et 24,65%. Monsieur le ministre directeur du cabinet, en récompensant les meilleurs d'entre nous, vous motivez ainsi tous les acteurs de l'école afin d'améliorer leur performance dans leur travail. La plus belle des récompenses, c'est pour nous de pouvoir faire en sorte que vous puissiez continuer. Et nous allons faire notre part. Mais il faudra également que vous continuiez à travailler et à travailler bien. Au total, ce sont 73 meilleurs élèves, acteurs et structures qui ont été distingués. Ce rendez-vous fut marqué par la présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Tsokone, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et du directeur général du Bénet, Kinapara Koulibaly.
On dit que la suprême récompense du travail n'est pas ce qu'il vous permet de gagner, mais ce qu'il vous permet de devenir. Et très bientôt, dans ce pays, ces enfants constitueront certainement l'élite. Même vœu pour ces enfants qui participent aux Jeux concours Pépites. Ce sont des jeunes élèves, tous en classe de première, qui tentent avec les meilleurs arguments de convaincre un jury avec leur projet d'avenir. La grande finale, c'est pour le 10 août prochain, mais Michel Mambo Sogodogo a pu assister pour nous à une étape de la compétition. Pépites, le pitch 2024 du meilleur projet d'avenir. Une opportunité pour les élèves en classe de première de s'offrir de belles études. L'idée est d'ouvrir l'esprit de ces futurs bacheliers sur leur projet post-bac. Appuyé par ses partenaires techniques et financiers, Jude Djegba, directeur de Yes Africa, initiateur du projet, entend ainsi offrir une chance de réussite au maximum d'élèves. Par l'organisation de ce concours, nous espérons pouvoir faire passer l'information sur l'importance et la nécessité pour les jeunes de pouvoir très tôt réfléchir déjà sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça va leur donner une marge, donc pouvoir se préparer, mais aussi la possibilité aux parents de pouvoir mettre les moyens pour pouvoir amener ces jeunes à réaliser leurs projets. À la clé, une bourse d'études au Canada, mais également des lots intermédiaires. Démarré le 12 juillet dernier, le jeu concours Pépites se poursuit et la grande finale est prévue se tenir le 10 août prochain. Venons-en maintenant à la présentation du bilan des activités de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Occasion pour l'institution de dresser également ses perspectives d'avenir. Compte rendu Olivier Kra dans un commentaire de Chantal Akandan et la collaboration technique de Nikes Yao. L'heure est au bilan. Après 10 années d'exercice, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires dresse son bilan d'activité. À ce rendez-vous juridique, plus de 2986 inspections ont été réalisées sur le territoire national. Ce résultat est le fruit d'une collaboration dynamique et soutenue. Ce banquet est pour l'inspecteur général l'occasion de féliciter et remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année judiciaire qui s'achève. Du 1er août 2023 au 26 juillet 2024, 101 dossiers ont été instruits. 93 ont fait l'objet de propositions de saisine des différents organes disciplinaires. 8 dossiers ont fait l'objet de classement pour divers motifs. Ces affaires concernent aussi bien les magistrats, le personnel pénitentiaire que les notaires et les commissaires de justice. La tutelle de la structure salue les efforts de ses agents pour leur fidélité et leur engagement tout au long de cet exercice. Le garde des Sceaux a placé au cœur de son action l'inspection générale comme outil indispensable pour l'aider à relever les défis qui l'attendaient, notamment à redynamiser le fonctionnement des juridictions et rétablir la confiance de nos concitoyens en leur appareil judiciaire. L'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires est chargée d'instruire les dossiers en vue de saisir les organes disciplinaires et de formuler des propositions. Cette cérémonie traditionnelle a été marquée par la remise de matériel informatique à la direction de l'inspection en vue de renforcer son système technologique, un soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. On reste sur place dans la belle commune du Plateau qui a aussi abrité la cérémonie de lancement de l'opération d'identification des imprimeurs, cybercafé et assimilés de Côte d'Ivoire. C'est une opération qui se tient grâce à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, soutenue en cela par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Il est question au final d'assainir le milieu de l'imprimerie. Reportage Serge Pacom Didi, Sephora Zegui et Roger Nguessan.
Lancement d'une opération d'identification des imprimeurs cybercafés et assimilés sur l'étendue du territoire. Cette identification sera le moyen d'avoir une idée du nombre de personnes exerçant dans le métier de l'imprimerie, connaître exactement le chiffre d'affaires généré par chaque imprimeur et les charges afférentes dans le fonctionnement des imprimeries. Dans cette identification, le patron de l'imprimerie restera dans son atelier de production pour être identifié. Il recevra son registre de métier, sa carte artisanale et sa carte patronale. Une convention cadre qui a été signée avec la Chambre nationale des métiers, avec le groupe des imprimeurs. Mais cette convention cadre n'est pas seulement une action qui sera menée, mais l'objectif, c'est d'épauler et d'accompagner le groupement des imprimeurs, mais aussi parvenir à une convention spécifique qui permettra de faciliter la brigade de contrôle afin que tous les imprimeurs soient dans les règles. Soutenue par le ministère du Commerce et de l'Industrie, cette identification vise également à lutter et stopper la falsification des différents documents administratifs. Ce recensement permettra de disposer de données fiables sur le secteur afin de guider la prise de décision et l'élaboration de politiques et de promotion des activités. Les différentes informations recueillies par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire serviront à assainir et rendre compétitif le secteur de l'imprimerie qui est un secteur qui touche tous les secteurs d'activité. À partir du mois d'août prochain, les patrons des imprimeries sont donc invités à réserver un bon accueil aux agents identificateurs. La jeune chambre internationale Abidjan Élite fait de la sécurité routière un de ses chevaux de bataille. Plusieurs membres de l'organisation se sont rendus cette semaine dans la commune d'Adjamé pour une opération de sensibilisation des conducteurs de minicars. Gbaka, ces jeunes volontaires étaient accompagnés, vous allez le voir, par l'Office de sécurité routière, Kipux Afrique et le ministère des Transports. Ismaël Evrardéo, Jean-Marc Djedji. Gare routière Jenny Kobina dans la commune d'Adjamé. Les acteurs du transport urbain, plus précisément les conducteurs et apprentis de minicars, communément appelés Gbaka, sont sensibilisés à la sécurité routière. 42% des gens tués et les blessés 25%. Les Gbaka sont là bien. Vidéo, verbalisation et respect du code de la route sont les modules enseignés. Une action portée par la jeune chambre internationale Abidjan Élite. Compte tenu du taux élevé des accidents sur nos routes, il était important de venir parler aux acteurs clés de ces accidents-là en vue de les sensibiliser à de bonnes pratiques pour éviter dorénavant que le pays soit endeuillé par des accidents. L'initiative bénéficie du soutien du ministère des Transports. Nous sommes ici aujourd'hui pour rassurer nos amis transporteurs puisqu'il s'agit d'une initiative qui vient aider, qui vient appuyer l'action du gouvernement dans la lutte contre l'incivisme et l'insécurité routière. Un message que le chef de gare entend relayer à ses administrés. Toutefois, il appelle les populations à également faire preuve de civisme. Nous allons profiter pour sensibiliser la population qui monte dans notre véhicule pour qu'ils puissent garer nos véhicules dans les endroits indiqués pour éviter tous ces fracasseries routières. Après les conducteurs et apprentis de minicars, la jeune chambre internationale Abidjan Élite ciblera ceux des taxis communaux. L'objectif est clair, inculquer des valeurs de civisme à l'ensemble des acteurs du transport urbain. Le district autonome de la Comoé se tient aux côtés des associations féminines et des jeunes pour assurer leur autonomisation. Plusieurs groupes ont reçu récemment une subvention pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Herman Niamien nous conduit à la préfecture d'Abengourou où s'est tenue la cérémonie. Ce sont des personnes en situation d'assistance, des ONG, des associations féminines, des associations de jeunesse venues des régions du Moronou et de l'Indéné-Guablin qui ont été honorées. Des chèques d'une valeur d'1 million pour certains et 2 500 000 francs CFA pour d'autres afin de leur permettre de mener à bien leurs activités. Les bénéficiaires sont au nombre de 7, dont 4 dans l'Indéné-Guablin, 2 dans le Moronou et 1 dans le Sud Comoué. Je leur recommande de faire bon usage des fonds mis à leur disposition.
En marge de cette cérémonie, 120 femmes du Moronou et de l'Indéné-Guablin ont reçu des présents dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Ce sont des vivres composés pour l'essentiel de sacs de riz, des bidons d'huile et de volailles des mains des premiers responsables du district autonome de la Komoué. Occasion pour cette entité de développement local de magnifier la femme. La porte-parole des récipiendaires a exprimé toute sa gratitude aux responsables du district autonome de la Komoué pour ce geste de générosité. Nous disons merci donc, avec un sentiment de joie et de fierté ce matin. Cet hommage est pour nous véritablement une motivation à continuer le travail, mais surtout un engagement à mieux faire pour impacter notre milieu de travail. Les femmes chefs de service n'ont pas été omises. Les directrices régionales des transports, du tourisme, entre autres, sont réparties avec des complets de pagne. Cette cérémonie a été présidée par les secrétaires généraux 1 de la préfecture d'Abengourou et de Bongouanou. Des prestations de danse ont constitué un autre temps fort de cette célébration. Un prix pour l'ex-migrant, c'est un livre signé de Jean-Baptiste Mélin Keïta. Dans cet ouvrage de 155 pages, l'auteur instruit le lecteur sur les défis de toutes celles et ceux qui vont à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Nos reporters ont assisté à la cérémonie de dédicace. À travers son livre « Un prix pour l'ex-migrant », Jean-Baptiste Mélin Keïta sensibilise sur le phénomène de l'immigration clandestine. En 155 pages, subdivisées en 3 chapitres, le professeur de lettres modernes dépeint la situation de l'immigration clandestine, un fait qui mine la société ivoirienne. À la jeunesse, surtout africaine, de croire à ce continent africain qui regorge d'immenses richesses, qui ont intérêt justement ici à s'y intéresser, afin de sortir effectivement de la situation de précarité. Que sans effort, sans courage, sans abnégation, ils ne pourront pas effectivement créer cet Eldorado qui cherche tant et qui est surtout sous le pied. Les dangers de l'immigration clandestine, un fait de société que les lecteurs présents connaissent très bien. Ça a été un bon café sur un thème qui paraît banal mais qui est profond. Parce que ce sont des vies. Des vies qui partent sur des milliers de kilomètres dans des conditions terribles pour un mythe. Oui, on vend du mythe, l'Eldorado. Donc tant qu'on ne cherchera pas à déconstruire ce mythe, les gens partiront. On va parler des effets, les gens meurent, mais quelle est la cause? Si on pense que son bonheur c'est ailleurs, les gens continueront de partir. Jean-Baptiste Mélin Keïta est à sa première œuvre littéraire. Je vous le disais au sommaire, c'est le jour J pour le procès du massacre du 28 septembre. Après 22 mois d'audience, le verdict est attendu ce mercredi en Guinée et c'est tout le pays qui retient son souffle à quelques heures de ce dénouement historique. Un procès avec 750 parties civiles, presque 2 ans d'audience et un ex-président dans le box des accusés. Lors de ce meeting, le 28 septembre 2009, plus d'une centaine de femmes avaient été violées par les forces de défense et de sécurité. Les accusés risquent donc de lourdes peines. Voilà pour ce journal, voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.